C'est pendant ces journées pour discuter et échanger autour de ce sujet. En tant qu'acteurs engagés dans la formation et de la recherche, en tout cas, nous sommes très fiers de contribuer à l'organisation de cet événement. Sachez que le secteur de la santé est au cœur de nos préoccupations, et ceci comme en témoigne notre partenariat continu avec la FACS Occitanie et l'ARS Occitanie, et ainsi qu'avec d'autres partenaires territoriaux comme l'hôpital d'Albi, comme l'hôpital de Castres et les CPTS, pour n'en citer que. Et cette collaboration avec ces partenaires s'exprime non seulement à travers l'organisation de cet événement, qui offre pour nous un espace d'échange, de partage d'expériences et de bonnes pratiques. Ça nous permet, nous, les chercheurs également, de s'acculturer à vos besoins, à votre pratique, pour voir comment les sciences, que ce soit les sciences de l'ingénieur ou les sciences sociales, permettent de contribuer à avancer les bonnes pratiques, mais également elles s'expriment à travers des projets de recherche collaboratifs et de développement où toujours la santé occupe une place stratégique et mobilisatrice au sein de nos équipes de chercheurs. D'ailleurs, notre université est fière de faire partie d'un projet national piloté par le centre universitaire, par le centre hospitalier Castres-Mazamet et le gérontopole de Toulouse, ainsi que d'autres partenaires comme la CPTS Tarn Sud et FACS Occitanie, qui visent à créer un tiers-lieu d'expérimentation axé sur l'amélioration de la prise en charge des seniors en zone rurale, et ceci grâce aux outils numériques. En tout cas, cette collaboration s'exprime également et s'illustre grâce à notre engagement, notamment dans la formation, telle que par exemple l'école d'ingénieurs, l'école d'ingénieurs ISIS, la première école publique qui se consacre à la santé numérique, mais également d'autres formations portées par ou coportées par notre université Champollion qui méritent d'être soulignées. Et je mentionne notamment le certificat d'aptitude aux fonctions de direction de structures de coordination territoriale en santé, connu sous l'acronyme CAPDISC, qui est un diplôme de niveau master qui vise à former les cadres dirigeants des dispositifs d'appui et de coordination des parcours de santé, et ceci dans un contexte constant d'évolution. Ce programme, bien évidemment, s'appuie sur l'expertise de santé de l'Institut national universitaire Champollion, mais également sur ceux de la Fédération des acteurs de la coordination en santé, FACS, Occitanie et Format Différence, coporté également par le guichet CPTS d'Occitanie. Alors, je vous invite, parce que la prochaine session d'inscription, la prochaine session aura en novembre, donc j'invite ceux qui sont intéressés à suivre ce diplôme d'établissement, à s'inscrire, vu que les inscriptions s'arrêtent, je pense, mi-octobre. Mais avant de conclure, je voudrais bien évidemment remercier et exprimer ma sincère gratitude envers tous les acteurs qui œuvrent pour garantir l'excellence de cette université. Mes remerciements vont tout d'abord et particulièrement à M. Jacques Martini, président de FACS Occitanie, également à Marion Bru, présidente de la FACS nationale, pour leur leadership et leur engagement. Nous remercions bien évidemment la mairie d'Albi, représentée aujourd'hui par notre ami Gilbert Hangar, qui soutient toujours nos actions dans ce secteur de la santé et qui anime vraiment le territoire autour de ces sujets. Bien évidemment, nos partenaires, les autres partenaires qui nous soutiennent activement, comme l'ARS Occitanie et le département du Tarn. Mais bien évidemment, mes remerciements ne seront pas complets si je ne remercie pas l'équipe organisatrice qui est dévouée depuis plus de 4 ans ou 5 ans pour la réussite de cette 4e édition. Et à leur tête, je cite particulièrement Vanessa Koch ainsi que notre cher Boris Duponchel, secrétaire général de la FACS nationale et de la FACS Occitanie, homme clé de cette collaboration
avec l'INU Champollion. D'ailleurs, il est membre de notre conseil de perfectionnement de notre école d'ingénieurs ISIS. Et pour finir, je remercie notre éminent professeur Hervé Pingot, chercheur en organisation du système de santé. Et sachez-le, c'est l'un des pionniers de l'ingénierie organisationnelle en santé en France. Sa passion et son dévouement pour ces sujets ont été catalyseurs majeurs pour la réalisation de cet événement et pour tous nos projets menés par l'université, la majorité de nos projets menés par l'université Champollion. Donc je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, une université riche en partage, en apprentissage et en collaboration, et je vous encourage à profiter pleinement des tables rondes et des ateliers à venir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Elias Lamine. On va passer à présent la parole à Marion Bru. Merci voilà, d'allumer le micro. Marion Bru, merci de l'accueillir, président de la Fax nationale. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver ce matin pour l'ouverture de ces universités de la coordination. Il y a un an, on était plusieurs réunis ici, un mois après la date fatidique du 23 juillet pour l'unification des dispositifs. Et ça me semble important de prendre quelques minutes pour voir le chemin parcouru. On sait tous ô combien ça a été des périodes de difficultés, de tensions et d'engagement personnel et professionnel pour réussir. Donc aujourd'hui, on a 132 DAC, une couverture totale du territoire national, et je pense que vous pouvez vous applaudir pour ce travail magistral que vous avez effectué. Donc l'ambition, maintenant qu'on a créé ces DAC, ça va être vraiment de poursuivre le travail de structuration qui a été engagé. Ensuite, il va falloir stabiliser ce qui a été fait et les positionner dans l'écosystème. Et on sait qu'il y a encore un bout de chemin à parcourir parce qu'on a la chance d'avoir en France un écosystème mouvant qui nécessite de s'adapter, de penser les complémentarités et les articulations avec les nouveaux dispositifs. Et l'enjeu essentiel pour les DAC, c'est vraiment de rendre visible. On a des expertises, on a des professionnels de qualité et un vrai savoir-faire au sein de nos équipes. Et aujourd'hui, on manque vraiment de lisibilité. Et peut-être que ces universités, c'est aussi le temps où on se pose pour mettre en lumière des retours d'expérience et des choses qui fonctionnent bien, se nourrir. J'ai bien retenu que c'était clé. Et alors, pour reprendre vos propos, les universités, c'est le moment de prendre de la hauteur. Et c'est un peu le challenge qu'on s'est lancé. Donc, je remercie vraiment le comité pédagogique qui a œuvré. Je voulais aussi mettre en lumière le bureau de la Fax, qui est au premier rang, un peu parsemé. Donc, Sylvie Lenné, Bertrand Marant, Marc Westman, Gérard Mick, Édouard Habib et Boris Duponchel. J'excuse Jean-François Conrad, mais c'est aussi important de présenter l'équipe qui a œuvré. Et donc l'ambition de ce programme, il est vraiment de parler des retours d'expérience et de la complémentarité des dispositifs, de l'articulation avec des dispositifs comme les CPTS. On aurait pu faire un atelier sur le CRT, mais je pense qu'il aurait affiché complet. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble sur ces complémentarités. Et puis ensuite, la question du sens et prendre de la hauteur. On sait aujourd'hui quelle crise traverse notre système de santé. On peut s'interroger sur notre quotidien quand on coordonne des ressources qui sont elles-mêmes en difficulté, voire sur certains territoires inexistantes. Et finalement, c'est peut-être les moments où la coordination prend le plus de sens parce qu'il faut trouver la bonne réponse aux besoins du patient. Et donc, du coup, ça demande de faire preuve d'innovation, ça demande une vraie effectivité dans la recherche des solutions et donc d'utiliser la bonne ressource au bon moment. Donc voilà, on a essayé d'alterner un programme riche avec des temps d'échange parce qu'on sait que ces universités, c'est aussi l'occasion de rencontrer des collègues de toute la France, de pouvoir échanger. Donc on est toujours sur cet équilibre précaire et difficile entre des temps d'échange informels et des temps de conférences, d'ateliers et de tables rondes. On a vraiment à cœur que ces universités soient un temps fort où techniquement à Albi, vous avez tous fait l'effort de venir et on sait combien c'est central fin août. Albi est facile de venir, mais en tout cas voilà, le paysage est sympa. On n'a pas la canicule, donc c'est aussi une vraie plus-value et on espère que ces 3 jours seront riches pour vous. N'hésitez pas
à échanger et on se tient vraiment à votre disposition. Et je laisse le soin à Jacques Martini de vous présenter toute l'équipe et les remerciements qui vont bien. Merci Marion. Merci beaucoup. Et effectivement, on passe la parole en dernier lieu. Merci d'accueillir Jacques Martini, président de la Fax Occitanie. Merci de l'accueillir. Merci à vous d'être là. Je suis ravi d'être à cette table avec des gens que j'estime, parce qu'on a beaucoup partagé déjà. Alors, je me suis posé 3 questions. Pourquoi on a fait complet début d'été ? 200 personnes présentes. J'ai déjà entendu que c'était trop petit, donc on va y réfléchir pour l'année prochaine. Alors, premièrement, parce que c'est la ville d'Albi, belle ville, et je remercie encore la municipalité de l'Albi et Gilbert Angard de leur accueil, parce que c'est une belle ville, et on est, même en Occitanie, on aime bien venir à Albi, parce que vraiment c'est d'une grande beauté. Vous aurez peut-être l'occasion de la découvrir. C'est aussi l'accueil de l'université Champollion. Je crois que c'est fidèle. La fidélité, c'est un mot important pour moi, et je pense qu'ils sont fidèles et très acteurs dans ces développements de ces universités. Et puis, ils sont même acteurs forts dans l'organisation. Et merci Hervé de ta présence et de ton travail fourni sur cette période préparatoire. Alors, le thème des universités, c'est ressources, expertise, complémentarité. On a eu du mal à trouver le mot. Et puis, on s'est dit, il faut faire de la dynamique. L'année dernière, c'était un petit peu le souffle. On avait passé une étape importante pour beaucoup d'entre vous, douloureuse parfois. Certains n'étaient pas encore tout à fait matures et commençaient à écouter un peu dans ces universités l'expérience des autres. Maintenant, il faut lancer la machine. On a un an, on a un retour d'expérience, on commence à se connaître. En Occitanie, on commence à connaître les uns les autres, développer des projets. Et cette dynamique, elle doit s'enclencher. Et je pense que la thématique retenue pour ces universités est celle-ci, c'est comment construire ensemble, comment développer des projets ensemble, comment mieux gérer nos problématiques de santé, nos coordinations ensemble, et je pense qu'on peut y arriver. Donc cette thématique, elle va être forte, elle va être aussi un petit peu regarder de l'extérieur, ça me semble très important, on n'est pas entre nous, on va avoir des regards extérieurs un peu critiques, c'est toujours important de le faire, on va avoir une ouverture aussi sur des thématiques différentes, donc on va découvrir, moi je découvre tout le temps, donc ça c'est bien, et je pense que c'est aussi un élément important, il y en a beaucoup d'ateliers. On a beaucoup d'ateliers, donc on va pouvoir partager, s'enrichir, polémiquer, discuter. Il ne fait pas trop chaud, donc on va pouvoir monter la température. Pour cela, je voulais aussi remercier l'ARS Occitanie et la délégation départementale, M. Amoukader, qui est là parce qu'il y a un soutien, toujours une fidélité et une confiance dans l'organisation de cette université. On a compris tous que c'était un rendez-vous important, et donc autant les faire dans les meilleures conditions, ici à l'université, mais aussi avec un plus grand nombre d'entre vous, une pluralité importante. Alors la thématique ressources, expertise, complémentarité a été quand même le leitmotiv de notre préparation, puisqu'on a eu un groupe de travail bimensuel, et je remercie Vanessa de nous coacher, nous avoir coachés pour monter ce programme. À 12h30 ou midi, je me souviens plus, mais pour dire faut que ça avance, ces petits tableaux. Et on a bien travaillé et on a déjà beaucoup réfléchi ensemble sur des pistes et des idées. Je remercie aussi le comité de pilotage, puisqu'on l'a ouvert à un grand nombre, qui nous a réorienté, qui nous a apporté une vision un peu différente, qui a permis d'affiner ce programme. Et donc, on espère qu'il va vous plaire, que vous allez retrouver des éléments positifs et de quoi rapporter des idées, des pistes pour le retour dans vos structures. Donc voilà, on va démarrer cette université. Merci encore pour l'accueil. Merci à l'équipe technique de l'université aussi, puisque l'université, c'est bien quand on a les repas organisés, on sait un peu où on va. Merci à l'équipe de la Fax qui va vous accompagner, Occitanie, qui va vous accompagner pour vous guider dans ces salles. J'ai vu que des petits panneaux partout, donc ça devrait bien fonctionner. Donc Marion, présidente de la Fax, je la remercie de la confiance de la Fax pour partager ce travail d'université. C'était un premier essai l'année dernière, concluant, et on a renouvelé l'essai, ce qui me paraît important.
Donc je remercie la Fax de la confiance que vous nous apportez, que vous nous réitérez. Et puis, on déclare officiellement l'ouverture des universités de coordination santé. C'est parti, beaucoup de plaisir à tous. Merci infiniment, madame. Merci, messieurs, pour ces brillantes allocutions d'ouverture. Je vous invite à retrouver votre place dans la salle et on va accueillir sans plus attendre Hervé Pingot, Gérard Mick et Boris Duponchel. Venez nous rejoindre, messieurs, s'il vous plaît, pour cette première séquence. La dynamique des structures d'appui à la coordination, 4e édition, hein, vous le savez, donc on commence à avoir un petit peu de recul. Il y a eu un gros changement, on l'a précisé il y a un instant, l'an dernier, avec la mise en place des DAC, 132 DAC mis en place pour couvrir l'ensemble du territoire national. Alors je vous propose à présent de faire une sorte de rétrospective. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Présentation à 3 voix avec le point de vue académique, le point de vue métier de la coordination en santé, pour capitaliser réellement sur les acquis de ces 3 universités d'été qui ont précédé, donc 2019, 2021, 2022. Et surtout pour mettre en exergue les progrès réalisés et les sujets par lesquels la communauté des participants a été réellement fondatrice. On va également tenter, lors de cette séquence, de produire un modèle de maturité, voilà, en prenant en compte toutes les dimensions nécessaires pour comprendre les évolutions vécues. Messieurs, vous avez 30 minutes, je vais vous laisser la main. Juste vous représenter Hervé Pingot, donc professeur à l'université Champollion, chercheur en organisation du système de santé, qui va sans doute faire un petit récap universitaire, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Gérard Mick, donc premier président de la Fax nationale, avec peut-être un aspect métier santé, regard du professionnel de santé et de l'ancien président évidemment de la Fax nationale. Et puis Boris Duponchel, qu'on ne présente plus, secrétaire général Fax nationale et Fax Occitanie, le régional de l'étape. Il va revenir, lui, sur le volet évolution administrative et peut-être un point sur le législatif. Je vous laisse la main, messieurs, pendant une demi-heure, pas plus. Hein. Merci beaucoup. Merci, Madame Boinis. Nous allons faire le maximum pour suivre votre recommandation, qui en est plus qu'une. Voilà. Petite aide, Eva, merci. Bon, peu importe. Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver tous ici, parce qu'un certain nombre d'entre vous étaient déjà présents au cours des éditions précédentes. Le but de cette présentation, qui doit durer absolument 30 minutes, vous l'avez compris, est donc d'essayer de capitaliser à partir de l'ensemble des éditions précédentes. Je vous rappelle qu'il y a eu 3 éditions et que nous avons été bien évidemment gênés par le Covid. Donc ça, c'est le premier point, c'est essayer de comprendre ce que l'on peut tirer en termes de matière de ce qui s'est passé pendant 3 ans, avec une particularité sur ces universités, c'est la conjonction d'un certain nombre de types d'acteurs, en particulier des acteurs de terrain, des acteurs institutionnels et des acteurs universitaires, c'est-à-dire des gens qui avaient des modes d'entrée en quelque sorte dans l'analyse et le fonctionnement qui étaient différents, mais qui, ensemble, essayaient de comprendre un certain nombre de choses, par exemple la subsidiarité, la coordination, la polyvalence, etc., etc. La polyvalence étant aussi celle d'être capable de faire rouler, par mouvement du bassin, une chaise. Donc voilà, l'intérêt de ce regroire croisé, c'est de retrouver finalement ces 3 grandes catégories de personnes autour de ces universités et de faire en sorte qu'on ait à la fois un regard théorique, conceptuel, mais un regard pratique et opérationnel. Et que c'est ce que nous allons essayer de faire au cours de ces 30 minutes. Bien évidemment, on peut s'appuyer sur une belle citation de M. Brodel, « Un présent sans passé n'a pas d'avenir », raison pour laquelle nous souhaitons capitaliser, bien évidemment. Et notre travail est séparé en 3 parties. La première, c'est d'essayer, évidemment, de capitaliser, comme je vous l'ai dit, sur nos 3 éditions précédentes. Alors, on va les analyser à partir d'un certain nombre de clés, et nous verrons pourquoi ces clés ont été choisies et dans quelle mesure elles vont beaucoup nous aider à comprendre ce qui s'est passé et aujourd'hui en tirer des leçons pour l'avenir.
Ce sera le but du bilan intermédiaire, deuxième partie, qui permettra de comprendre comment, au cours de l'analyse, on va structurer les différents éléments à partir de 3 gros marqueurs. Ces marqueurs, expertise, complémentarité, ressources, vous les retrouvez dans la thématique générale de ces universités. Et il s'agit donc d'un choix que l'on verra tout à fait pertinent au regard de l'analyse que nous allons faire des ressources précédentes, tout à fait pertinent du comité scientifique de l'édition actuelle. Donc les 3 mots ont été utilisés, ils vont être évidemment travaillés, ils vont être des clés de lecture, mais ils sont tout à fait adaptés, on le verra. Et enfin, le 3e élément, ça sera notre 3e point, comment on peut utiliser cette analyse de ces ressources pour travailler sur un modèle de maturation, voire de maturité. Vous vous souvenez de la matrice de maturité des maisons de santé pluriprofessionnelles, puis ensuite des réseaux de santé. Et là, la réflexion, y a-t-il ou pas un élément dynamique sur un travail de maturation, puis de positionnement de la maturité des différents dispositifs dédiés à la coordination. Donc vous avez compris qu'on peut parler des DAC, mais on parle également d'autres dispositifs, des dispositifs régionaux ou d'autres dispositifs, comme par exemple un centre de santé. Voilà. Voilà, vous l'avez vu, ils ont préparé un petit spectacle, une petite chorégraphie qui fonctionne, ma foi, pas mal. On va voir la suite. J'ai pas la même agilité du bassin, mais... Oh. Du coup, on disait qu'on allait revenir effectivement sur les éditions passées. Alors, on est la 5e année parce que ça a été évoqué, on a eu le Covid. Donc la première édition a eu lieu en 2019. On peut parler d'éclosion. On était... en phase avec l'actualité, on ne le savait pas au moment où on a prévu la première édition. Marion évoquait le fait qu'en juillet dernier, c'était la mise en place des DAC. En 2019, c'était le vote de la loi qui allait amener à la mise en œuvre des DAC et au déploiement en plus grand nombre des CPTS aussi qui était prévu dans le cadre de Ma Santé 2022. Et donc du coup, on avait tout un champ qui s'ouvrait en même temps, qui était en train d'éclore en même temps que l'on décidait d'organiser cette université pour la première fois et qu'on ciblait effectivement, alors je ne vais pas revenir sur la conjonction entre le regard universitaire et le regard métier, mais qu'on ouvrait aussi sur la coordination en santé, pas sur un type de dispositif en particulier, mais bien sur la coordination pour l'ouvrir à tous les acteurs qui participent à la coordination d'un parcours dans lequel le DAC, les CPTS sont importants, mais les professionnels aussi, les établissements et ainsi de suite. Et donc, le comité scientifique est aussi, en ce regard-là, représentatif de toute cette diversité, et pas uniquement de nous. Ça se retrouve dans le programme où vous voyez les thématiques. Alors, je ne vais pas vous les lire une par une, elles s'affichent, hein, vous êtes capable de lire aussi bien que moi, mais c'est un reflet dans le choix qu'on avait de dire, un peu ambitieusement, quand même, dans le premier titre, Jacques parlait de la difficulté de trouver un titre, 48 heures pour améliorer les parcours de santé. Ambitieux parce qu'on pensait qu'en 48 heures c'était faisable, du coup on est passé à 3 jours. Voilà. Est-ce qu'on a réussi? Je ne sais pas, mais c'était l'ambition qu'on se fixait avec la création de cet événement. On ouvrait cet événement, alors Elias n'était pas tout à fait à la même place, mais on avait ouvert sur une conférence introductive d'Elias sur la définition de la coordination, parce que la problématique qu'on a avec la coordination, c'est qu'on met tous un certain nombre de choses derrière, mais pas forcément la même chose. Et donc on avait commencé par une définition plus universitaire, plus conceptuelle, de qu'est-ce qu'est la coordination et comment ça peut s'appliquer dans le cas qui nous intéresse sur la coordination en santé. Donc, on avait commencé par ce regard académique par Elias. Merci, on m'en parle encore de temps en temps de ta présentation. On me l'a demandé il n'y a pas très longtemps. Elle est toujours en ligne pour ceux qui veulent sur le site des universités. En 2020, ça a été évoqué par Gérard, le Covid. Bien évidemment, on est impacté comme tout le monde. Première année, on annule, on reporte, voilà. Et puis, deuxième année, on veut quand même faire quelque chose. Et on se dit, il y a une solution. Tu parlais du numérique. Alors, le numérique en santé, là, pas tout à fait. C'est le numérique tout court. Mais on passe sur une version tout numérique. Ce qui est, très sincèrement, on pensait que ce serait plus simple que la logistique pour accueillir 200 personnes. En fait, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus lourd de faire en numérique que de faire en présentiel. Donc, on est revenu maintenant en présentiel. C'est beaucoup plus simple. Simple, peut-être pas. L'équipe serait peut-être pas d'accord pour simple. Mais
en tout cas par rapport à la version numérique, c'est d'autres problématiques. En tout cas, on était reparti sur cette volonté et sur, cette fois, pas la définition de la coordination, mais de la complexité. Je vois des messes basses. Sur la complexité pour le patient et dans le système sur les parcours de santé. Donc, approche de la deuxième partie de ce qui nous intéresse dans la coordination. Avec, concernant l'effet marquant, une intervention où on avait déjà ce regard extérieur que Jacques évoquait, du docteur Perron, qui est aux hôpitaux de Genève, et du docteur Corbillon et de madame Favre, sur le PPCS, sur l'outil qui nous permet de prendre en charge la complexité. Et donc on avait ces deux faits marquants, on va dire, à mettre en avant sur cette édition. Et puis, qui était un peu la maturation, on va dire. Et puis en 2022, l'année dernière, ça a été un peu plus évoqué, mais les premiers fruits, puisque mise en place des DAC, on commence à se stabiliser, et puis partenariat avec la Fax nationale pour donner une autre ampleur à l'événement. Et puis, du coup, un titre, là, sur les coopérations territoriales, un paysage en recomposition, parce que du coup, le paysage est en train de complètement se recomposer. On espérait que c'était la fin de la recomposition. Il y a des nouveaux textes avec des nouveaux dispositifs, ça va être évoqué, mais c'est pas grave, c'est un travail sans cesse recommencé, c'est bien, ça nous permet de nourrir les programmes des éditions suivantes, donc on en tirera quelque chose. Et puis on avait voulu à ce moment-là faire un focus notamment sur l'éthique, quasiment un comité éthique en live animé par Marc, et puis un travail qu'il faut... il y a Aude Lollier quelque part dans la salle, je n'ai pas vu où, voilà, merci, je cherchais du mauvais côté. Et Hervé, qui suite à un travail en atelier qui avait été fait lors des universités, ont débouché sur la publication d'un travail universitaire, d'un article scientifique et d'une présentation dans un colloque au Canada. Donc, les travaux qui sont faits ici, parfois, débordent au-delà de nos frontières et donnent lieu à un certain nombre de fruits, comme on peut les qualifier. Et je crois que la parole est à Gérard. Merci Boris. Au niveau du bilan intermédiaire, c'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui, après ce que vient de présenter Boris sur le contenu des universités, il est proposé donc sur les 27 sujets qui viennent d'être décrits, de les relire à partir de 3 clés. Donc on les définit ensemble, et je vous rappelle que ces 3 clés, il s'agit du thème de nos universités aujourd'hui. Donc l'expertise, alors ça c'est important parce que c'est un sujet qui fait toujours débat. Examen critique, avis éclairé et ou évaluation de quelque chose. Donc vous voyez que c'est très large, qui repose sur une connaissance poussée d'un sujet. Un médecin généraliste est un expert, mais c'est un médecin généraliste et il est polyvalent. Une assistante sociale est une experte, mais elle est polyvalente également. Un service de rééducation fonctionnelle est un service expert, mais il est polyvalent parce qu'il fait beaucoup de choses. Il étudie le caractère social, les éléments du handicap, donc dans le médico-social, et les éléments sanitaires, les soins qu'il faut porter à un patient blessé, par exemple. Voilà. Donc le caractère expertise n'enlève en aucune manière la possibilité d'être dans un champ polyvalent par rapport, par exemple, à un public cible d'une action. Donc l'expertise, c'est avant tout ce qui caractérise la compétence d'une personne vis-à-vis d'une situation donnée, avec un certain nombre d'éléments qui sont des éléments initiaux, pédagogiques, et d'autres qui sont des éléments expérientiels, celui de sa vie professionnelle. La ressource, c'est un moyen qualifié et disponible. Qualifié, c'est-à-dire qu'on est capable de l'identifier et de le décrire au regard d'autre chose. C'est une vraie distinction pour supporter une mission opérationnelle. Donc on verra qu'il est important de pouvoir décliner, notamment sur les missions de coordination, que les ressources sont multiples, mais qu'elles peuvent très bien être décrites d'une façon très différenciée. Et enfin, la complémentarité, c'est un vrai sujet. La complémentarité ici, c'est ce qui est le caractère de ce qui s'ajoute à d'autres choses pour satisfaire ensemble une finalité. Ça, c'est sympathique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va produire quelque chose. Et pour produire ce quelque chose, il faut qu'il y ait en quelque sorte une interaction sur des éléments qui sont très distincts. Et la complémentarité, c'est ça.
La complémentarité, on le verra, est issue évidemment d'une interaction entre un certain nombre d'acteurs qui portent un certain nombre d'expertises. Alors, on va, grâce à ces 3 clés, tenter de lire, par exemple, un parcours patient. Et ce parcours patient est ici décliné sous 4 rubriques. Alors, la première, c'est une rubrique, des expertises telles qu'on vient de les définir. Et vous voyez que si on a la ligne de vie, qui est en quelque sorte le parcours dynamique dans le temps du parcours du patient, eh bien, il y a un certain nombre d'expertises qui interviennent à certains moments. Que ces expertises soient superposées ou qu'elles soient concaténaires, les unes après les autres, par exemple. Ensuite, vous avez la problématique des ressources. Il est évident que les ressources, elles peuvent être de diverses natures, et notamment, les ressources, ce sont des documents, ce sont un certain nombre d'éléments ou des outils qui permettent donc d'évaluer de la part des experts la situation et de mettre en œuvre des éléments par rapport à cette situation. Et ce qui est intéressant dans le 4e élément, le R du bas, c'est que vous avez là l'interaction entre un certain nombre d'acteurs, par exemple, et les échanges de documents entre ces acteurs. En gros, les échanges de ressources. Et vous avez également en R, donc celui qui reçoit, et en E, celui qui fait, celui qui envoie, celui qui donc délivre une information. Donc ça, c'est une façon, avec ces 3 clés, de lire sous 4 rubriques, donc le parcours d'un patient. Ça nous donne simplement une vue, c'est est-ce que ces 3 clés peuvent être utiles pour décrire un parcours patient. Et dans ce cadre-là, par rapport à ce qu'on s'est dit, dans nos définitions, oui. Mais on va aller plus loin, parce qu'on va poser les choses d'une façon un tout petit peu plus, je dirais, globale. Est-ce qu'on va retrouver dans nos différentes éditions, avec ces lectures, avec cette lecture à 3 clés, est-ce qu'on va retrouver une façon pertinente de décrire ce qui a été discuté entre vous tous, la matière qui a été discutée entre vous tous au cours des universités? La réponse, c'est oui. Également, dans ce cadre, les différents sujets, les 27 sujets qui sont les ressources de ces 3 années d'université peuvent être déclinés, effectivement, en expertise, ressources et complémentarité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de façon spontanée, mais ce n'est pas un hasard, en fait, on retrouve pour chacune des universités, avec son thème précis, un équilibre assez correct des différentes clés, des 3 clés, mais également d'une université à l'autre. Et on retrouve finalement, toujours pareil, une espèce de validation de cette clé de lecture à 3 points, expertise, ressources et complémentarité, qui vont manifestement nous aider pour aller travailler sur la maturité, on le verra tout à l'heure. Alors, évidemment, ces 3 enveloppes, est-ce qu'elles peuvent interagir et surtout, qu'est-ce qu'elles signifient au regard de la coordination? Parce que ce sont des éléments qui sont des éléments clés dans un espace qui est celui de la coordination. Expertise, ressources, complémentarité. Nos clés de lecture sont-elles pertinentes pour y comprendre l'interaction qui se situe dans la coordination? Je vous rappelle que là, on veut une interaction cohérente entre des acteurs pour que le produit de cette interaction soit supérieur en termes de qualité à chacune des missions de chacun de ces acteurs si elles étaient simplement superposées. Donc l'interaction permet de faire mieux que la simple superposition. Et donc là, on se dit que tout simplement qu'on a des ressources qu'on va répertorier dans un territoire donné, par exemple avec un dispositif qui dispose justement d'un certain nombre de moyens, et on va les qualifier. Mais ça, on verra comment on peut le faire tout à l'heure. L'expertise, c'est le spectre de compétences et d'expériences, on l'a dit tout à l'heure, des compétences métiers dont des compétences initiales et des compétences expérientielles, et c'est celle qui permet de faire face à la complexité. Je vous rappelle que c'est important. Nous, globalement, dans le domaine de la coordination, on a toujours pensé qu'on était dans une catégorie situationnelle. Notamment lorsqu'on parle d'un parcours patient, c'est une situation. Ça n'est en aucune manière une maladie ou une population définie. Chaque situation étant unique, elle doit nécessiter un travail qui est un travail d'expertise à partir d'un certain nombre de ressources et ensuite qui fait mettre en œuvre un certain nombre d'acteurs en complémentarité. Donc la complémentarité ici, c'est ce qui est recherché dans le fonctionnement en réseau d'acteurs, au sens large du terme pour le réseau, et au sens large du terme pour les acteurs, bien évidemment en santé, que sont les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Et donc on a manifestement, par l'explication, par la définition qu'on donne là de la complémentarité, un positionnement en agencement, un agencement structurel, un réseau de ressources, on retrouve l'importance de la ressource, et un agencement organique, c'est donc un agencement en réseau
d'expertise. Mais vous avez bien compris que cette complémentarité, ce n'est pas simplement le fruit des ressources et des expertises. Elle va s'établir avec la réalité, la situation, face à quoi elle vous met, et l'expérience. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que vous allez découvrir au fur et à mesure des situations. Alors, vous voyez que le peu et le être sont liés par un tiret, c'est une erreur. Mais en fait, le peu, c'est le potentiel et l'être, c'est l'état. Et je trouve que c'est relativement intéressant dans ce qu'on dit, parce qu'on passe de quelque chose qui est possible à quelque chose qui va se réaliser. Voilà, c'est une façon élégante de dire on aurait dû enlever ce tiret. Si on regarde maintenant sous une forme plus dynamique et en quelque sorte on décrit nos trois processus selon les normes ISO, si vous voulez. Je ne suis ni ingénieur ni spécialiste, mais j'ai compris qu'il fallait parler d'ISO. Et je rappelle en passant que ce diaporama, dans sa totalité, a été largement inspiré par notre cher Hervé, et que j'ai mis un certain temps pour comprendre ce qu'il voulait que nous disions, mais que j'ai compris au cours d'un certain temps, et que j'espère pouvoir faire en sorte que vous compreniez immédiatement. Alors si je reprends, effectivement, c'est intéressant de lire un processus dynamique, ce qu'on appelle un exemple d'analyse métier d'un parcours patient, avec à la racine la coordination. C'est-à-dire en gros, c'est la racine et à la fois c'est, je dirais, la finalité. Hein. Donc on a un processus de pilotage. Alors le pilotage, c'est important parce qu'il relève quand même de l'expertise. Quand on dit pilotage, c'est la capacité d'être à un moment donné un acteur présent, quasi prioritaire, pas exclusif, prioritaire sur une situation. Ça vous rappelle le principe de la subsidiarité. C'est celui qui est le mieux placé en proximité, à qui on délègue une autonomie d'action et une délégation d'action. Pas au nom de tout le monde, au nom de la collectivité en interaction. C'est-à-dire, c'est pas moi je fais la place de tout le monde. C'est je fais au nom de tout le monde à partir d'un consensus et d'une réflexion collective. Et ceci change évidemment d'un moment à un autre, d'un épisode à un autre, et avec mise en place pour chacun de ces moments, eh bien, d'une ressource plus ou moins spécifique dans le cadre d'une expertise, évidemment, de l'acteur qui est l'acteur désigné en subsidiarité. La subsidiarité, c'est pas être annexe, donc, c'est bien être au premier rang dans une action de terrain opérationnelle au plus près de la personne accompagnée. Donc, des ressources qualifiées à l'aune des besoins de complémentarité qui vont nous amener à penser que la coordination, c'est en fait, en quelque sorte, le résultat de cette équation. Et là, on peut à la fois concevoir une prise en charge et on peut la piloter. Vous verrez que ça va nous aider pour analyser ce que l'on fait au quotidien par rapport à nos situations. Alors, c'est peut-être pour l'instant relativement théorique, mais ce sera plus clair avec la présentation d'Hervé. Alors, évidemment, qui sont les acteurs qui se permettent de piloter, qui ont des ressources et qui vont se coordonner? Alors, on utilise là, juste pour un petit clin d'œil, ces ressources dites territoriales, ou des ressources un petit peu dans tous les sens. La folksonomie, hein, folks, les gens, et OMI, c'est la taxonomie, c'est-à-dire la classification des acteurs. Alors vous voyez qu'il y a des tas d'acronymes, on va simplement en tirer un certain nombre. Ça, c'est le site de l'URPS qui nous permet de comprendre qu'il y a beaucoup de choses et qu'on va essayer de les spécifier un peu plus au regard de notre besoin, comprendre avec nos 3 clés de lecture quels sont les dispositifs, les organisations en fait territoriales qui sont impliquées dans la coordination au sens large et qui peuvent être travaillées dans l'esprit de ces 3 clés de lecture. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On va les profiler un petit peu. Alors c'est un travail qui avait déjà été réalisé quand on avait préparé le processus pédagogique qui s'appelle ANIM pour l'école des hautes études en santé publique. Et donc, on a une façon de voir ces différents dispositifs, les MSP, les PTSM, le dispositif Prado, la MDPH, comment ces dispositifs peuvent être lus en termes d'espace, de temps, de capacité, d'outils, et donc de ressources, évidemment. Bon, ça, c'est simplement pour vous montrer qu'on est capable de faire cette analyse, et que cette analyse, elle va être extrêmement importante pour spécifier des ressources, les ressources ROR, tout simplement. Et c'est aussi une façon de profiler vos ressources dans un ROR, mais dans un ROR qui vous est, au sens large, relativement propre, parce que c'est celui que vous allez utiliser opérationnellement, et pas uniquement comme une liste d'éléments sur lesquels vous pouvez compter. Alors, si on reprend un peu, et c'est intéressant de regarder dans le temps, si on prend par exemple personnes âgées, enfants présentant des troubles du neurodéveloppement, personnes en situation de handicap ou personnes présentant un trouble de la santé mentale, ben on regarde un petit peu ce que ça peut représenter en termes de déploiement géographique. Voilà, ça c'est un exemple. Et au fil du temps, effectivement, on voit que le nombre d'organisations augmente un petit peu. Et on voit qu'elles sont quand même
non négligeable en termes 21, 21 pour ce type-là, avec évidemment à côté les tout publics. Les tout publics où on retrouve, quel que soit le niveau d'organisation géographique, des dispositifs. Voilà, donc c'est important. La polyvalence, au sens très large du terme, s'entend à chacun des niveaux infradépartemental, ou on va dire d'abord territorial, ou micro-territorial, territorial, puis infradépartemental, puis départemental, voire régional. Voilà, c'est un élément qui sera repris dans une présentation qui aura lieu dans un atelier vendredi, celle du DAPS 85. Donc je vous invite à aller essayer de retrouver tout ce qui vient d'être décrit au cours de cet atelier. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je savais d'emblée qu'en passant en troisième, j'aurais à gérer le retard. Donc, mais je ne le regrette pas parce que mes deux prédécesseurs sont brillants et qu'ils sont des grands connaisseurs du sujet qui nous préoccupe ensemble. Voilà. Et puis tout a été un peu dit. Tout a été un peu dit. D'abord, dans le lancement de l'université d'été par la présidente de la Fax nationale et le président de la Fax Occitanie, qui ont évoqué le fait de trouver de la visibilité, de renforcer une identité et de mûrir. Et finalement, je me suis tout de suite retourné vers Boris en disant « mais tu as diffusé nos diapositives ». Il m'a fait « non, tu vois, comme quoi on est spontanément sur la même longueur d'onde ». Et effectivement, le troisième temps, celui de l'avenir, celui qui revient peut-être un peu aux chercheurs d'ailleurs, naturellement, c'est celui qui phosphore, voilà. C'est d'essayer de cultiver ça. On voit bien que sur le bilan intermédiaire, on a un magnifique capital accumulé. Voilà. Et puis je crois que la démonstration a été faite. Et puis si ça vous donne envie et que vous n'étiez pas là sur ces éditions passées, la plupart de ces ressources sont en ligne sur le site de l'université d'été, donc on peut revoir les vidéos, on peut rediscuter. Et chaque fois qu'on demande la copie d'une présentation à Vanessa, elle se fait un plaisir de l'envoyer. Donc voilà, c'est vraiment un capital, mais il est maintenant très très volumineux, très très fourni. Donc comment l'exploiter, comment faire groupe, et presque voilà, dans une ambition un peu folle, mais on a le droit de se payer ce genre de luxe, c'est de dire comment faire communauté encore plus, quoi. Comment faire communauté encore plus. C'est probablement le rôle de la fax, bien évidemment, mais ça dépasse la fax. C'est le rôle de l'écosystème avec tous ces acteurs. Et c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler, en reprenant cette idée de la qualité, qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un très bel exposé l'année dernière par des gens qui venaient de Lille, si j'ai mon souvenir, qui montraient tout ce qui pouvait être fait dans ce travail-là au niveau d'un dispositif de coordination, et ça m'avait marqué. Et je me suis dit comment la théorie de la qualité, finalement, pourrait venir nous aider à évoluer face à ces objectifs de faire communauté. Et c'est un peu naturellement que cette notion de modèle de capacité et de maturité a commencé à naître dans notre esprit, comme étant un complément de ce qui se fait aujourd'hui et qui est un petit peu, s'il fallait donner une preuve du fait qu'il y a cette maturité, qui est un petit peu aussi attestée par les derniers documents produits par l'État, au niveau du cadrage national sur les dispositifs d'appui, et puis qui a en annexe d'ailleurs le document produit par l'ANAP sur la mesure de performance et la façon dont on peut caractériser l'activité des dispositifs de coordination. Et on a dit, et donc c'est un peu notre idée d'être, allez, si on essayait de faire un pas de plus, quoi. Si on essayait de faire un pas de plus pour valoriser ça, l'idée, c'est de dire, au-delà de le considérer comme un exercice imposé, un peu rébarbatif, même s'il est très utile en termes de management, et c'est ce qu'on dira dans le cadre de notre formation CAF10, que d'ailleurs on va forcer l'allure là-dessus, j'en profite pour faire un peu de publicité au passage, comment faire en sorte que ça devienne quelque chose de pratique, et surtout que les gens disent mais c'est utile parce que ça me sert non seulement en interne à progresser, mais à me jauger par rapport aux autres. Et donc ça nous amène sur cette notion quelque part de référentiel commun qui nous permettrait de juger de l'aptitude à faire en sorte que nos processus de pilotage atteignent leur cible avec les moyens que l'on a développés. Et ces moyens s'expriment par des pratiques de management. Donc est-ce que je suis sur des bonnes pratiques de management qui me permettent d'atteindre les objectifs quand je déroule mes activités de pilotage et de la coordination. Et c'est ça que fait naturellement un modèle de capacité et de maturité. La capacité, c'est la mesure de l'aptitude à atteindre à travers l'expression des pratiques.
et on va vous donner les référentiels de pratique qui vous permettent de savoir à quel niveau vous êtes. Et puis l'expression de la maturité, c'est on plaque une structure d'ordre là-dessus, et on vous dit commencez là, et progressivement passer à d'autres pratiques en montant de façon très régulière en charge pour être de plus en plus meilleur en capacité. Donc l'intérêt de la maturité, c'est de classifier les pratiques de management pour réussir à jalonner le chemin à parcourir. Et quand quelqu'un à côté est meilleur que vous en maturité, puisque c'est une échelle qui va caractériser la maturité, c'est intéressant d'aller voir ce qu'il fait, parce qu'il vous inspire. Alors probablement que ce n'est pas le même territoire, probablement que ce ne sont pas les mêmes missions, probablement qu'il n'y a pas une comparabilité totale, mais ça peut être intéressant. Et en tout cas, ça répond à ce vœu de partager, et ça obéit naturellement à cette logique de lisibilité. Donc on s'est lancé là-dessus, en se disant on ne va pas le faire seul, quoi. On va peut-être proposer à la communauté de commencer à travailler là-dessus. Et comme je dois gérer le retard, je vais faire vite, avant de me faire rattraper par madame notre animatrice. En disant, voilà, j'illustre, hein. J'ai la maturité, généralement on parle de 5 niveaux. Hein. Le niveau 1, c'est ça tourne, mais on ne sait pas trop pourquoi. Hein. C'est pas là. L'intelligence et la force d'engagement des gens. Le niveau 2, c'est quand même, on a un peu défini des processus standards, des activités génériques que l'on instancie chaque fois qu'on a une affaire, et on commence à un peu avoir une logique de travail en commun. Le niveau 3, c'est le premier niveau de la qualité, finalement. C'est qu'on l'a couché sur le papier, et on s'est peut-être fait d'ailleurs auditer ou certifier, et on a tous une vision assez exacte du caractère pratique du fait qu'on a organisé nos activités de pilotage. On sait comment on coordonne. Le niveau 4, c'est celui qui nous propose d'atteindre la nappe, en disant on a collé maintenant sur ces référentiels-là, de processus et de pratiques caractérisées, on a collé des indicateurs de performance, ça veut dire qu'on est capable de passer d'un management qualitatif à un management qui est quantitatif. On mesure les écarts sur les capacités, quand on n'a pas atteint la cible sur un process, il est signalé et on se pose la question de savoir comment il faut changer les pratiques pour réussir à progresser. Et le niveau 5, c'est le Graal. C'est, voilà, je suis non seulement dans un management qualitatif et quantitatif, mais en plus, comme notre système de santé évolue sans cesse, comme les besoins des patients sont de plus en plus exigeants, comme on nous invite à faire autrement, comme il faut souvent gérer des crises maintenant dans notre système de santé, on va essayer d'être réactif, on va essayer d'avoir la flexibilité nécessaire pour y aller. Alors c'est pas comme ça qu'on va y aller, hein. Puis je ne sais pas si on a des niveaux 5 aujourd'hui sur notre territoire, mais en tout cas ce serait un peu l'idée d'essayer de mettre de l'ordre dans nos pratiques, de les référencer, et puis ensuite de pouvoir mettre une note, quoi. Et puis on a traduit sur la droite ce que ça pouvait dire concrètement, quoi. Au niveau 1, on est inconscient des activités, mais on fait avec un réseau d'acteurs qui est mal connu, mais qui de temps en temps a de la bonne volonté. On risque de décrocher face aux missions quand elles changent. Au niveau 2, on a une conscience. On sait à peu près comment sont les acteurs complémentaires, mais ils ne sont pas forcément liés par une même vision des choses. Et on risque d'être un peu toujours en train de courir après l'échalote parce qu'on est systématiquement dans le retard par rapport à des exigences de pilotage de parcours. Dans le niveau 3, ça y est, la démarche qualité est là, donc on partage. On a une organisation collective qui correspond réellement à une thématique de réseau avec des processus collaboratifs qui sait que qui doit intervenir quand et comment. Donc on peut faire ces fameux plans de soins, mobilisant les ressources nécessaires qui sont la définition native de la coordination qui avait été poussée par Elias Lamine en 2019. Et on sait comment atteindre ça, ce PPCS, en disant on va échanger, on va partager, on va délibérer. Et puis, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée d'ailleurs avec Aude Lollier quand on a fait la publication qui était ici tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire délibérer ? Sachant que sur le plan des sciences sociales, c'est pas forcément quelque chose de simple. Et puis au niveau 4, voilà, maintenant on a des tableaux de bord, on est adaptable, les gens se connaissent, ils sont capables d'un peu d'anticiper et on est meilleur en gestion des risques en fait. Le niveau 5, on devient autonome, réactif, flexible, on est l'exemple qui tire les autres, quoi. Donc je redis, c'est très ambitieux, hein, mais c'est une idée qu'on a envie de pousser vers vous. Voilà. Et on ne part pas de la page blanche. Parce que la HAS, il y a déjà un certain temps, a dit qu'on pourrait faire une matrice de maturité des soins primaires. C'est pas si loin de ce qu'on a envie de faire, quoi. En disant il y a 4 secteurs clés, le travail en équipe pluriprofessionnelle, le système d'information, le projet de santé et d'accès aux soins, l'implication patient. On retrouve d'ailleurs sur ces 4 axes, au passage, petit clin d'œil, expertise, complémentarité, ressources. Et lorsqu'on regarde l'ensemble des
petits alinéas qui sont dans les 4 secteurs, on retrouve 16 déclinaisons qui sont des cartes de pratique. Donc dans le référentiel, vous allez chercher les pratiques, elles sont explicitées. Donc on a mis de l'ordre dans les pratiques qu'il faut avoir. Vous pouvez vérifier que vous les avez ou pas. Donc c'est un guide. Et ensuite, on vous demande de vous évaluer. Donc il y a une carte. Et vous dites, je suis sur cette pratique-là, je suis bon, pas bon. Voilà, ça peut être. Donc après, on passe dans l'analyse qualitative et on va pouvoir basculer dans un système de notation en agrégeant les 16 cartes lorsqu'elles sont remplies. Alors c'est un peu fastidieux de faire tout ça, on ne le fait pas tous les 2 jours, on le fait 1 fois par an en gros. Hein. Et puis de temps en temps, on peut se faire aussi aider ou on peut avoir des soutiens méthodologiques pour le faire. Sans dévoiler ce que dira François Perle, je ne sais pas si François est dans la salle, mais voilà, François, voilà, je parle de soins intégrés, donc excuse-moi, mais l'Europe a financé des travaux qui vont dans ce sens-là, et il y a un modèle de maturité qui a été produit au niveau européen sur les soins intégrés, qui n'est pas, vous voyez, sur 4 axes et 16 domaines, là, on a beaucoup plus d'axes, je crois qu'on en a 13, si j'ai bon souvenir. Ça correspond de nouveau à les intitulés qu'on a trouvés dans les sujets des éditions précédentes de l'Université d'été de la coordination en santé. Donc on n'est pas hors jeu. Hein. Mais l'idée de Skirocco, hein, que vous trouvez en ligne, que ce soit la HAS ou Skirocco, vous les trouvez en ligne. Les documents sont accessibles. L'idée, c'est directement sur chaque axe d'aller faire une échelle de maturité. Donc là, vous prenez un axe et on vous dit, sur cet axe-là, voilà, vous êtes entre 0 et 5, vous avez votre note, et donc ce n'est plus une échelle globale qui apparaît, hein, comme dans le schéma tout à l'heure, c'est un radar qui vous dit, voilà, sur les 13 dimensions, voilà comment est ma structure, et voilà peut-être les défauts sur lesquels il faudrait que je travaille en termes de management. Voilà, tout ça, ce n'est qu'un brouillon. Voilà. C'est un ensemble d'idées qui sont encore un peu volatiles, mais qui nous semblent correspondre à une façon de mettre en synergie et de syncrétiser ces 3 enveloppes de connaissances et leurs interactions telles qu'elles ont été présentées avant. Donc en conclusion, on s'était fixé des objectifs, on espère qu'on les a un peu remplis à travers la compréhension que vous avez eue de notre discours, même si le temps était un peu contracté pour vous parler de tout ça. On a croisé nos regards académiques et métiers, et j'en suis vraiment fort heureux, parce que c'est un marqueur fort des universités. On sait le faire, et c'est pas toujours simple, on sait se parler. Voilà. On n'apparaît pas comme de doux chercheurs éphémères, ils n'apparaissent pas comme de doux praticiens non acculturés. Vous voyez, on a passé ce stade-là. Donc on a un capital de connaissances commun, il a été quantifié, on a structuré cette connaissance et on parle des interactions binaires entre expertise, compétences et ressources. Ce sont des pistes à travailler avec un nombre incroyable d'idées qui peuvent germer de ces croisements. On a un foisonnement de dispositifs, c'est la réalité de terrain, mais on commence à savoir comment les reconnaître, comment faire de l'infographie, comment faire de la cartographie. Je vous renvoie sur l'atelier de l'ADAPS 85 hein, qui montre par la pratique, voilà. Je fais référence aussi au ROR hein, de l'ARS, je fais référence à Raisonne. On a aujourd'hui des moyens quand même de ne pas être perdu par rapport à la réalité territoriale. Et enfin, voilà, la proposition finale, et on en discutera peut-être en conclusion vendredi, hein, c'est de dire, est-ce qu'on ne devrait pas, nous, communauté, puisqu'on veut être visible, se lancer dans un livre blanc commun et essayer de pousser, à travers nos expériences vécues, la construction de modèles de maturité. En tout cas, c'est soumis à votre réflexion. Et si vous avez envie d'y aller, nous serons à vos côtés. Merci. Merci messieurs d'avoir brillamment posé les bases des discussions de ces 3 jours. Je vous invite à retrouver votre place dans la salle. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la première table ronde de ces 3 jours et je vais appeler les participants à cette table ronde à venir me retrouver sur scène, s'il vous plaît. Le docteur Théo Combe, Aude Loilier, Julien Coquet et Hélène Legendre. Voilà, une petite table ronde d'1 heure et puis on fera une pause à 11h15 de 30 minutes avant de conclure notre matinée avec une dernière séquence voilà, d'échange. Voilà, installez-vous où vous voulez, comme vous voulez, il n'y a pas d'ordre. Hein. Table ronde réalité et vécu de la coordination des parcours de santé. Eh bien, en écho à la présentation qu'on vient d'entendre, on va à présent regarder dans le rétroviseur, mais celui des expériences de terrain, en compagnie des praticiens du quotidien de cette coordination. L'idée ici, c'est vraiment d'élargir le débat sur cette dynamique de progrès, en multipliant les points de vue sur ce bilan, sous une forme, on va dire, d'introspection,
en se recentrant sur les parcours, on va essayer de créer du lien entre les différents points de vue de cette séquence, portée par des témoins, vous allez le voir, venant à la fois de l'hôpital et de la ville, pour le sanitaire comme pour le médico-social. Je suis donc très heureuse d'accueillir à cette table ronde le docteur Théo Combe, qui est médecin généraliste traitant, également vice-président MG France et président d'une CPTS et d'un DAC. Madame Aude Loalier, qui est chef de projet patient complexe séjour long au département de l'action sociale APHP. Julien Coquet, directeur DAC Cobré-Albâtre, ça se trouve en Seine-Maritime. Merci d'être là. Et enfin, Hélène Legendre, directrice Normandie Pédiatrie, vice-présidente également de la fédération EMOA, qui est la Fédération nationale des organisations d'expertise, de mise en œuvre et d'appui au parcours de santé. Merci également d'être là. Voilà, on va dire quoi, 40 minutes de discussion, et puis ensuite vous aurez l'opportunité de les interpeller et de leur poser toutes vos questions. Je voudrais démarrer avec le docteur Théo Combe. Vous êtes médecin, je l'ai dit. On va voir vraiment le côté pratico-pratique avec vous. C'est vraiment avec vous qu'on va l'aborder. Moi, je voudrais avoir votre retour d'expérience, tout simplement, à ce jour. Alors, peut-être qu'il faut les allumer, ces micros. Voilà, il est allumé. Partagez-nous votre vision. Dites-nous de votre point de vue de médecin, où est-ce qu'on en est. Cette coordination des parcours, est-ce qu'elle a évolué? Ces structures, finalement, qu'est-ce qu'elles apportent? Oui, merci pour cette invitation. Merci pour cette question. Effectivement, des évolutions, oui, je crois qu'il y en a eu ces dernières années. Bon, j'ai eu la chance de participer à ces universités d'été de la coordination en santé à Albi, à toutes les éditions, je crois. Et c'est vrai qu'il y a du chemin important qui a été parcouru. Dans ce département, je crois qu'on peut le dire, le directeur territorial de l'ARS me démentira s'il pense le contraire, mais je ne crois pas. Voilà, on est quand même, on a des bonnes dynamiques territoriales dans le Tarn, avec des CPTS, donc communautés professionnelles territoriales de santé assez ancienne, j'allais dire, donc qui se pose la question de la maturité qui était évoquée tout à l'heure, que ce soit la CPTS du Tarn Sud, celle donc du Grand Gaillacois à laquelle j'appartiens. Il y a maintenant le Grand Albigeois, il y a le Carmosin, il y a le Tarn Centre, sous peu complété par le Tarn Ouest. Donc voilà, on aura maillé le territoire et c'est pas rien. Ensuite, il y a eu la mise en place du DAC, voilà, avec une équipe qui s'est constituée avec notre directeur Laurent Cabanier, et puis des gens qui venaient soit des Mayas, soit du réseau de santé qui était surtout orienté soins palliatifs. Donc voilà, nous avons ces ensembles d'éléments de coordination. Bien sûr, ça a été dit tout à l'heure aussi, les maisons de santé pluriprofessionnelles, et puis les équipes de soins primaires, et finalement la coordination qui se fait à des niveaux plus micro, ce qu'on appelle maintenant les unités de soins de proximité. Et puis finalement, l'équipe médecin traitant, j'ai envie de dire, médecin traitant, il a besoin d'une secrétaire, d'un assistant médical. On a maintenant les infirmières azalées également, pour tout ce qui est éducation à la santé, prévention, éducation thérapeutique. Et on se demande comment on faisait avant finalement. Et on évoque aussi des médiateurs en santé, alors peut-être dans les milieux plus urbains, mais enfin voilà, c'est vraiment l'équipe dont on a besoin au quotidien pour mettre en place, pour répondre à cette mission de coordination. Mais peut-être, ça correspondra à une autre question, savoir ce qui est dans le Code de santé publique, et puis comment on arrive plus ou moins difficilement à le concrétiser, et peut-être que les structures de coordination, en tout cas la structuration de la coordination, va nous aider à assumer cette mission. Vous m'avez dit, juste une dernière question avant de poursuivre le tour de table ronde, Théo Combe, tout ça suppose des moments de rencontre humaine, positifs évidemment, mise en place également d'outils numériques. Là, ça pêche un peu, non ? Les choses se mettent en place progressivement. C'est vrai que la rencontre humaine,
indispensable. J'en parlais avec Abderrahim Amoukadour. C'était ça les messes basses que nous tenions, mais c'est vrai que c'est très très important. Hier soir, nous étions avec Laurent Cabanier, l'ensemble des CPTS du Tarn, donc qui sont déjà constitués en inter-CPTS, les représentants des URPS, pharmaciens, médecins, infirmiers, et voilà, c'est important d'être ensemble, de manger quelque chose ensemble. Voilà, les temps de convivialité, ce mot-clé n'a pas encore été cité, donc voilà, j'insiste là-dessus, le temps de convivialité sont indispensables. Hein. Alors, je crois que justement, à tout niveau, hein, dans le cadre d'un cabinet médical aussi, dans le cadre de j'avais fait mon mémoire de DU de maîtrise de stage pour les internes, c'est justement le rôle du repas partagé avec l'interne. Donc c'est évident que ça fait partie de des bases de la création de la communauté et du renforcement de la communauté. Sur les outils numériques, on n'y est pas encore. J'y reviens, pardonnez-moi. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Dans votre rôle. C'est bien d'insister sur la question. Et en plus, ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Hein. Donc je pense que c'est assez hétérogène pour l'instant sur le département. On a quand même un outil qui était validé au niveau régional, qui est SPICO, qui est un outil de coordination. Alors, mais évidemment, ce n'est pas le même dans toutes les régions, mais vous devez avoir des choses qui se rapprochent. Donc il y a quelque chose qui est un SPICO discussion, comme un WhatsApp sécurisé, j'ai envie de dire. Et après, il y a un SPICO dossier qui est peut-être un peu plus difficile d'accès, mais voilà, qui est là pour structurer le parcours, les parcours qui en ont besoin, hein, tous n'en ont pas besoin. Et franchement, mon expérience, c'est que quand on l'utilise, moi j'ai des groupes d'infirmiers libéraux qui s'y sont mis, et là on a un travail d'équipe vraiment très horizontal, parce que chacun amène les informations. Je trouve que ça cette vertu-là. Mais malheureusement, il y a un certain nombre d'acteurs du territoire qui ne sont pas mis du tout. Donc voilà, je pense que ça fait partie des défis des mois prochains et des actions à mener, peut-être de soirées d'information et de renforcement de cette communauté autour aussi de ces outils. Et on vous entendra tout à l'heure sur finalement ce qui manque aujourd'hui et ce qui reste à faire. Je voudrais qu'on poursuive et qu'on donne la parole à Aude Loilier, qui est chef de projet Patients complexes séjour long, je l'ai dit, département de l'action sociale APHP. Alors votre sujet, Madame Loilier, c'est les bed bloqueurs. Alors vous allez nous expliquer, c'est un terme qui est non assumé, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de définition. Et dites-nous exactement de quoi on parle. On parle de temps de séjour, c'est ça ? Alors, il n'y a pas de définition officielle, en effet, des bed bloqueurs, en tout cas en France. Approchez-vous bien du micro. Pardon. C'est mieux ? Oui. Ouais. Donc, il n'y a pas de définition officielle, en effet, des bed bloqueurs en France. Il y en a ailleurs. À l'hôpital, en fait, ça va désigner un patient qui ne va plus nécessiter des soins qui sont prodigués dans l'unité où il est accueilli. Donc, c'est un patient qui est là, et qui est dit parfois médicalement sortant, mais qui est à l'hôpital et pour lequel le transfert ne peut pas se faire. Alors ce qui est intéressant, alors à la PHP en effet, on a déterminé un nombre de jours d'hospitalisation, 30 jours d'hospitalisation en médecine, chirurgie obstétrique et 60 jours en service de rééducation. Mais c'est un chiffre qui est propre à la PHP et qui peut être critiqué pour tout un tas de raisons. On peut parfois, vous avez un patient qui arrive en service d'urgence, il n'a pas besoin de rester 30 jours pour être qualifié de bed blocker, en effet. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de s'intéresser aux causes et aux caractéristiques du phénomène des bed blockers. Et on peut repérer un certain nombre de causes. Alors si on essaie de s'intéresser un petit peu à de quoi on parle d'une personne qui est à l'hôpital, donc on va qualifier de patient. Mais c'est aussi un citoyen qui est impliqué dans une cité et qui vient souvent de quelque part, donc d'un domicile, de la rue ou d'une structure sociale et médico-sociale. Ce patient va rencontrer un problème de santé ou alors l'hospitalisation va révéler une situation qui ne peut pas être durable dans ses conditions de vie antérieures. Et ce patient va devoir, en lien avec une forte dépendance, être orienté, alors soit vers un retour à domicile avec un plan de soins renforcé, un plan de prise en charge renforcé, soit être orienté en structure médico-sociale, personnes âgées, personnes handicapées, ou encore dans une structure médicalisée pour personnes en grande exclusion. Et à ça, il va falloir réunir des conditions pour que ce transfert, cette prise en charge puisse se faire. Et en France, on aime bien l'administratif. Donc les conditions administratives prennent une énorme place.
il va falloir mettre en place des financements, il va falloir mettre en place une ouverture de droit. Vous avez des questions d'identité qui vont se poser, les fameux patients sans identité. Vous avez un certain nombre de questions comme ça qui vont se poser, la question de la régularité de séjour. En tout cas, ça fait partie des motifs de blocage qui sont des motifs administratifs. C'est des situations pour lesquelles on se rend compte qu'il va y avoir besoin d'un accord dans la définition du plan de prise en charge, du plan de soins, du projet de vie de la personne. Et là aussi, ça va être un motif de blocage, parce que vous pouvez avoir des désaccords qui vont intervenir avec la famille, entre les membres d'une famille, mais aussi entre les professionnels qui prennent en charge le patient. En termes d'indication, vous pouvez avoir une controverse entre le médecin, l'assistante sociale, le kiné, etc., pour savoir vers où le patient va aller. Donc même s'il y a un accord avec la famille, vous pouvez avoir d'autres sources de controverse au sein d'une équipe de prise en charge. Et en fonction des capacités de la personne, on en parlait hier, il y a d'autres problématiques qui vont s'ajouter. Il me semble une qui est très présente, c'est la question de savoir comment on travaille avec la personne, et c'est la question aussi des mesures de protection qui vont aussi être une des raisons qui vont retarder la sortie d'un patient. Toutes ces raisons-là, en fait, elles sont très intriquées. Vous n'avez pas une seule raison qui va expliquer le blocage. On peut prendre un petit peu l'image de la pelote de laine. Tout est un peu très intriqué. Et pour démêler tout ça, il va falloir un peu de méthode, un peu de patience, un peu... Et si vous tirez trop fort, en effet, ça fait des nœuds. Donc il faut aussi s'organiser et réaliser un plan de prise en charge pour essayer de mettre en œuvre la sortie du patient. Et des fois, la complexité est telle qu'on n'y arrive pas. Voilà, en tout cas, pour ce qui est des Alors, bloqueurs. Vous êtes, on peut le dire, véritablement au carrefour de cette coordination des parcours. Est-ce que, de votre point de vue, elle a évolué ? Alors, au niveau de sur la question de au carrefour de la coordination, moi, à la PHP, je ne gère pas de situation individuelle. En tout cas, si je peux être amenée en termes de conseils à gérer des situations individuelles, ça reste à la marge. Mon travail, c'est de penser et mettre en place les conditions nécessaires pour le déblocage des parcours. La question qui va se poser là, c'est que pour moi, les bad bloqueurs, finalement, ça va être la part visible des difficultés rencontrées dans notre système de santé. Les bad bloqueurs, on est confronté à un manque de place, on est confronté à une absence de visibilité, on en parlait tout à l'heure. Il y a des ressources innombrables et parfois on ne sait pas que les dispositifs existent, donc il y a une absence de visibilité des ressources existantes et aussi l'instabilité de nos systèmes de santé, puisque des nouvelles ressources se créent en permanence. Vous avez des changements d'organigramme en permanence, donc se repérer dans l'écosystème est devenu un exercice à part entière en soi, et vous avez un turnover des professionnels. Donc tout ça sont des difficultés qui vont générer de la complexité et générer des difficultés pour les professionnels. Donc ça, je dirais que c'est global à tous, et quand on en parle avec les uns et les autres, au niveau des DAC, au niveau de l'ensemble des structures, on est confronté aux mêmes difficultés. Donc il y a quelque chose de commun entre cette problématique à l'hôpital et ce qu'on perçoit en ville. Vous avez aussi des parcours bloqués en ville, des patients qui sont au domicile et pour les mêmes raisons ne peuvent pas être orientés. Mais ça va être aussi... c'est aussi des situations qui vont poser des difficultés particulières et qui vont mettre les professionnels aussi en difficulté, puisque dans ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une nécessité de coordonner un certain nombre d'acteurs à l'hôpital, en ville, dans des périmètres d'intervention très divers, dans une unité de soins, au sein d'un groupement hospitalier, avec des acteurs du territoire, de faire travailler ensemble des professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, judiciaire, etc. Et qu'on a parfois tendance, en tout cas on peut l'observer, à oublier le patient. En tout cas, moi, je vous invite à voir le nombre de fois où un patient a été présent à une synthèse dont on parlait de lui, mais on a parfois tendance à oublier le patient. Donc il y a cet enjeu-là de ne pas oublier la personne concernée dans le cadre de cette coordination et de ne pas en arriver à faire de la coordination de coordination. Vous avez aussi une autre difficulté qui va être de comment est-ce qu'on maintient un pouvoir d'agir chez les professionnels dans cet environnement complexe, pour que le professionnel qui est en charge de l'accompagnement du patient puisse être en capacité d'avoir une action et de maintenir un niveau d'autonomie suffisant dans le cadre de son action auprès des patients pour ne serait-ce que être content de lui quand il part du travail et de pouvoir agir sur une situation. Alors tout ça, c'est des choses, oui, qui évoluent. Moi, je suis un peu, j'ai pas un recul suffisant pour vous dire si les choses ont évolué ou pas. Les choses se structurent, s'organisent.
dans ce cadre-là, on travaille à mutualiser les pratiques professionnelles. On se rend compte que ces situations-là, finalement, elles sont pas, même si elles sont, à chaque fois, c'est des situations individuelles, on est tous confrontés de notre côté aux mêmes situations et au même niveau de complexité, que ce soit une complexité administrative, une complexité... et finalement, si on crée des espaces où les gens peuvent se rencontrer, parler des situations, etc., les solutions, les professionnels ont les réponses. Et il y a des points de rencontre à organiser pour que des solutions puissent se trouver. Mais ça ne résout pas tout. Il y a la question aussi de la structuration des partenariats. Dans cet écosystème complexe, il y a une nécessité de structurer des partenariats, de construire des liens avec des institutions et aussi de décloisonner, etc. Donc oui, les choses évoluent. Je pense qu'on les constats, on les fait et chacun travaille à ce que ça évolue. Et à la fois, l'environnement évoluant aussi énormément, je dirais, le travail n'est jamais infini, quoi. On construit, on déconstruit. Merci, on reviendra à vous tout à l'heure. Je voudrais qu'on entende de Julien Coquet, directeur DAC Cobray Albâtre en Seine-Maritime. Merci d'être là. On a envie d'avoir votre retour d'expérience sur cette question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de votre point de vue? Cette coordination des parcours, est-ce qu'elle a évolué? Ces structures, qu'est-ce qu'elles apportent? Vous m'avez dit que sur votre territoire en Seine-Maritime, il y a eu un découpage de 3 DAC, ce qui rend les choses compliquées, m'avez-vous dit. Expliquez-nous. Pardon. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, la Seine-Maritime, donc un département qui dépasse le 1 million d'habitants, découpé en 3 territoires de démocratie sanitaire. Effectivement, donc un DAC pour environ 120 000 habitants. Donc ça peut choquer certaines personnes, mais avec une ruralité certaine. Sur l'évolution de la coordination, effectivement, je rejoins mes collègues, elle est présente. Après, est-ce qu'aujourd'hui elle répond aux besoins? Je pense qu'on est encore assez loin de tout ça. Elle évolue tellement vite que finalement les professionnels aujourd'hui s'y perdent un peu. Je peux peut-être calquer cette expérience sur la construction de notre DAC, mais il y a également la perte de visibilité, la perte d'identité de cette structuration en DAC avec différents dispositifs existants, parfois ancrés depuis de nombreuses années, qui aujourd'hui n'existent plus comme tels, et les professionnels finalement de santé sont aujourd'hui perdus, estiment qu'ils n'existent plus, alors que finalement c'est structuré en DAC. Alors effectivement, l'évolution est nécessaire. Après, je voulais revenir sur la notion de maturité. Donc effectivement, la maturité, c'est important. Après, je trouve que, j'ai noté une phrase, une maturité en un clin d'œil. Finalement, la maturité, elle demande un travail au long cours, un travail de préparation des professionnels de santé, des professionnels qui ont intégré le DAC, parfois au forceps, il faut le dire, et finalement, 2, 3, 4, 6 mois plus tard, les communautés 360 sortent de terre. Vous avez donc une différence de coordination. On essaye de décloisonner le monde médico-social et sanitaire afin de fluidifier les parcours, justement, sortir de l'hôpital, trouver un partenaire médico-social ou sanitaire. Finalement, aujourd'hui, quand on cherche à décloisonner, on va restigmatiser le handicap à travers les comités 360. Et je trouve ça, finalement, une évolution peut-être nécessaire dans certains territoires plus vastes. Dans mon territoire, je trouve que c'est finalement, encore une fois, nourrir le millefeuille. Vous avez employé un terme qu'on n'a pas encore employé ce matin, c'est le comité 360. Peut-être il faudrait nous expliquer quelle est la différence entre comité 360 et une CPTS ou un DAC, sachant que vous n'avez aucune CPTS déployée aujourd'hui dans votre territoire. Il y en a une en projet, je crois. Alors, pour répondre à la première question, donc, je veux froisser personne, hein, mais donc les comités 360 sont plutôt appelés chez nous les DAC du handicap, ce qui est dommage. Et je rajouterais que les coordinateurs de parcours mis à disposition dans cette comité 360 sont exclusivement du DAC. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir à adapter l'offre, à pouvoir proposer des coordinateurs secteur handicap dans des DAC qui sont finalement ancrés depuis maintenant 1 an, 2 ans, où finalement cette communication difficile et non financée prend tout doucement et le fléchage pour les sorties finalement d'hospitalisation compliquées puisse finalement trouver réponse.
Je rajouterais, donc pour la CPTS, effectivement, aucune CPTS sur le territoire. Alors, la réponse du financeur, c'est qu'il faut aller avec la temporalité des acteurs, on comprend bien. Bon, il y a un peu urgence quand même. Effectivement, on parlait tout à l'heure d'expertise, de ressources. Moi, j'ai une question. Quand nous n'avons plus d'expertise, plus de ressources, dans ces cas-là, comment travailler cette coordination avec, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'infirmières expertes traitantes. Hein, on a de plus en plus recours à l'infirmière libérale puisque un déclin démographique net médical, paramédical. Donc effectivement une évolution certaine, pour autant un désert médical qui s'installe. Alors peut-être que je fais trop focus Normandie, mais je pense que c'est un peu partout en France quand même. Voilà, donc les CPTS aujourd'hui, c'est finalement assez logique de voir l'absence de création ou du moins d'embryons, puisque nous manquons fortement de professionnels de santé qui, en plus, ne sont pas forcément coordinateurs dans l'âme, donc on les attend plutôt sur de la feuille de route, de la proposition, que sur une construction administrative qui est très lourde. Et pour finir, parce que je trouve que c'est le trait d'union de tout ça, le système d'information, donc je voulais revenir aussi là-dessus, qui est chaotique, il faut le préciser. Vous avez une disparité importante en France sur les outils de la coordination. En Normandie, ce sont des millions dépensés sur finalement, il y a 15 jours, une décision de recréer une appel d'offres pour changer voilà, notre système d'information. Donc à ce jour, nous sommes toujours au tableau Excel, mais je pense que ça parle à beaucoup de monde. Hein. Nous sommes toujours au tableau Excel avec le directeur de Normandie Santé qui nous précise c'est bien, vous serez bien formé au tableau Excel. Donc c'est pas forcément très agréable, mais c'est important de faire remonter ça. Aujourd'hui, on parle de coordination. Sans outil à la coordination, c'est très difficile. Surtout en 2024. Merci, on vous entendra tout à l'heure. Je voudrais entendre... Et vos propos suscitent des réactions, donc on va avoir une interaction avec l'audience dans quelques minutes. Mais Hélène Legendre, on ne vous a pas encore entendu. Bonjour, vous êtes, je le rappelle, directrice Normandie Pédiatrie et vice-présidente de la fédération EMOA. Est-ce que vous pourriez partager votre vision, Madame Legendre? Quelle est peut-être la particularité de votre structure ou des réseaux régionaux de votre région? Est-ce que, voilà, on peut dire population vieillissante et manque de médecins, combo fatal? Alors, le contexte, je pense qu'il est partagé partout. Le besoin augmente, la pénurie en matière de soignants, en tous les cas, sur les territoires comme la Normandie et même globalement sur les territoires ruraux, de toute façon, on les connaît tous. Alors, c'est vrai que la particularité de nos dispositifs, alors, moi, je dis dispositif parce que c'est le choix de notre ARS de nous appeler comme ça aussi. Donc, on est un dispositif d'expertise régionale. C'est pas nous qui l'avons choisi, hein, c'est comme ça. Pour autant, les ARS, en effet, on est dans un contexte où, finalement, l'abrogation qui a eu lieu l'année dernière des textes concernant les réseaux de santé font que on est un peu dans un flou, dans l'attente de ce que les ARS vont proposer pour nous. Et il nous semblait important de pouvoir nous fédérer et faire en sorte de pouvoir échanger sur les organisations qui étaient les nôtres, sachant qu'un certain nombre d'ARS ont décidé de ne pas nous changer d'un iota, si ce n'est de changer de nom. Donc ça paraissait important de pouvoir échanger sur les particularités de nos interventions. Donc en effet, on intervient très souvent et majoritairement pour les réseaux qui font partie de notre fédération à des échelles régionales, avec des liens assez forts avec la structuration hospitalière et en particulier les CHU. Et donc, en effet, on va être aussi en interaction avec les différents acteurs du territoire. Et donc, on va être en interaction avec les dispositifs d'appui à la coordination locaux, mais aussi en lien avec les CPTS du territoire, puisqu'évidemment, on a l'ensemble des acteurs avec nous et les différentes institutionnels de la région. Et ça, voilà, les responsables régionaux savent de quoi ils retournent. Donc, en effet, il faut aussi être en lien avec les nombreux acteurs et ces évolutions qui sont aussi en route. Donc voilà, et puis ça nous semblait aussi être important de pouvoir échanger à la fois entre nous, mais aussi avec les
acteurs qui vont décider pour nous, puisqu'il y a donc ce vide juridique pour ce qui nous concerne, puisqu'on ne peut pas être un DSR, on existe dans le territoire régional parce que historiquement on a été proposé dans le cadre d'un projet régional de santé qui faisait état d'un besoin spécifique pour constituer un réseau de santé, donc c'était pas le cas forcément nécessairement dans toutes les régions de France que de développer telle ou telle structuration. Il fallait aussi une volonté d'acteurs, hein. On est des réseaux de professionnels de santé, il fallait des gens qui réfléchissaient ensemble comme appartenant à une communauté et voulant réfléchir à une constitution d'un projet, hein. On l'a vu dans la maturité de certaines structures, et en effet du fait de notre histoire, on arrive dans une certaine maturité aussi à une échelle régionale pour le coup, et là on nous interroge sur faut intégrer les DAC ou pas intégrer les DAC. Dans certaines régions, les filles actives ont été intégrées aux DAC, ça n'a pas été le cas partout. Et donc voilà. Et puis dans certaines régions, une volonté forte des ARS de nous maintenir, voire de nous développer. Donc on est dans ce contexte. Donc à la question, la coordination des parcours a-t-elle évolué? Vous m'avez dit oui, c'est indéniable. Ces structures, qu'est-ce qu'elles apportent? Quel est le lien finalement avec votre structure? Vous m'avez dit, est-ce que vous venez en appui de ces structures pour qu'on comprenne bien? Nous, de toute façon, en effet, on va intervenir en soutien sur des situations précises, sur des parcours spécifiques qui ont été repérés par les agences, hein, puisqu'on est financé par les... Je regarde monsieur. Donc on est financé par les agences régionales de santé pour accompagner des filières et des parcours patients complexes, voire très complexes ou très spécifiques, et qui vont faire intervenir aussi bien en effet des surspécialités hospitalières qui ont une recherche d'un relais localement, et donc on va aussi en termes de relais d'information à destination des médecins traitants qui vont avoir eux-mêmes un patient concerné par telle ou telle pathologie et pour lesquels il va falloir rechercher une ressource, un accompagnement. Le but de chacun d'entre nous, hein, que ce soit un DAC, un DSR ou un dispositif régional, une structure régionale ou autre appellation, c'est bien de permettre finalement à notre patient d'obtenir la bonne personne qui va intervenir auprès d'elle au bon endroit, c'est-à-dire là où il habite, hein, généralement, c'est quand même ça l'idée, et surtout au bon moment. Alors, pour ce qui concerne la pédiatrie, parce que je vais quand même en parler un tout petit peu, c'est aussi parce qu'on est dans un contexte, pour ce qui concerne la pédiatrie, de développement d'un enfant, et donc il s'agit de faire en sorte de lui permettre de se développer dans sa compétence la plus importante possible, en compensation soit d'une problématique de santé, soit d'un handicap, et de faire en sorte qu'il puisse aller dans ses compétences futures pour lui permettre une inclusion scolaire, sociale, professionnelle, la plus importante qui soit, malgré ses difficultés de santé. Et donc, en effet, il faut pouvoir trouver les ressources nécessaires sur le territoire, mais qui ne soient pas non plus entravantes de façon trop importante, malgré un contexte très compliqué. Pour ce qui concerne la pédiatrie, on sait que plus de la moitié des familles qui sont accompagnées au sein du dispositif, l'un des deux parents a minimum aménagé son temps de travail, donc intervient à temps partiel, ou a arrêté de travailler compte tenu des problématiques de santé de son enfant. Donc évidemment, ça a un enjeu aussi par rapport à des distances à parcourir, et quand les professionnels de territoire, alors je regarde mon collègue du Pays de Caux, puisque en effet la Seine-Maritime c'est en Normandie, on est la Normandie réunifiée, donc en effet l'idée c'est de venir aussi en appui des acteurs locaux pour donner des propositions d'information concernant des professionnels qui sont formés, qui ont cette connaissance, qui vont participer à des projets, qui vont aussi apporter des informations à destination des parents qui vont être en recherche de propositions, qu'il s'agisse d'aide aux aidants, mais aussi de guidance parentale, éducation thérapeutique du patient. Et évidemment, il faudra aussi que le DAC puisse connaître et reconnaître sur le territoire ce qui existe en région. Alors on a cette chance, et je salue, puisqu'on en a échangé l'an dernier, et finalement les choses ont abouti pendant l'année. On a une fédération régionale FACS, qui accueille à la fois les DAC, mais aussi les dispositifs spécifiques régionaux, les URPS, les CPTS, et aussi les acteurs locaux qui sont porteurs de plateformes d'intervention, de coordination sur des parcours spécifiques, ce qui permet aussi de mieux se connaître, mieux identifier les forces,
Alors, j'étais pas là, je sais pas si... Malheureusement, j'étais absente la dernière fois. Je sais pas s'il y a eu un moment de convivialité, mais je crois que c'est bien prévu au programme, parce qu'on est quand même... voilà. Mais en effet, c'est l'enjeu, en tous les cas, de l'articulation avec nos partenaires qui nous envoient un certain nombre de situations régulièrement. Je voudrais qu'on vous entende tous, encore une fois, puis après on ouvrira le dialogue avec la salle. Mais Aude Loilier disait à l'instant, attention, on ne va pas faire de la coordination de coordination. Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'être borderline? Pour ce qui me concerne ? Non, on ne fait pas de la coordination, une coordination. On répond aux interrogations des professionnels de territoire et on fait le lien et on va pouvoir essayer de faire en sorte d'articuler selon les situations. L'idée, c'est qu'en effet, chacun ait une réponse à sa question. Un patient ou un professionnel qui va s'adresser au DAC pour une situation qui va relever d'un parcours spécifique, si on se connaît, assez rapidement, il va y avoir un passage de relais qui sera proposé et en plus, il est facilité du fait de la structuration du territoire. Un professionnel de santé qui va avoir un besoin spécifique de formation parce qu'il a un patient et qui va s'adresser à sa CPTS parce qu'il a un souhait de pouvoir réfléchir à un projet d'accompagnement particulier sur le territoire, parce que finalement ils sont à plusieurs sur cette question, et ben, en effet le réflexe va sans doute être de pouvoir contacter le dispositif régional pour savoir ce qui a été pensé, réfléchi, sachant qu'en plus il y a souvent des fédérations de ces dispositifs nationaux, enfin régionaux ou nationaux, qui vont aussi pouvoir être promoteurs d'un certain nombre de supports, d'outils. On est trop peu nombreux pour tous essayer de réinventer le fil à couper le beurre. Donc à un moment donné, s'il y a des outils supports, en plus potentiellement qui ont été réfléchis et adaptés, on parlait e-learning hier soir, mais on parle aussi en effet de réflexion autour d'un projet où les gens vont être à la recherche d'informations fiables en peu de temps, c'est aussi réfléchir en lien avec les acteurs du territoire, les professionnels en fonction aussi de l'existant, sur une bonne connaissance de ce qui est proposé et des recommandations, on en parlait, voilà, les recommandations HAS, de les faire connaître au plus grand nombre avec des outils qui ressemblent aux besoins actuels. Si on demande à tous les médecins traitants, Gérard en parlait en effet, ils interviennent sur beaucoup de champs et donc ils ne peuvent pas être spécialistes de tout. Il faut pouvoir leur donner la bonne information au bon moment dans une temporalité qui sera la plus adaptée. Et c'est vrai qu'on propose en général ce type d'outils compte tenu de la structuration régionale qui peut être celle de dispositifs régionaux. Docteur Combe, quand je vous ai posé la question, que manque-t-il aujourd'hui selon vous, vous m'avez dit qu'il faut davantage de réunions de groupes de pratiques professionnelles. Oui, en tout cas, c'est quelque chose que nous mettons en place, notamment dans les CPTS. Ça fait partie des missions des CPTS, de travailler sur la qualité des soins et puis sur, effectivement, la communication entre tous les acteurs. Donc, les groupes d'analyse de pratiques pluriprofessionnelles, voilà, fameux GAP. Nous, par exemple, nous faisons tous les 2 mois. Il y en a un plus sur adultes, personnes âgées, un autre sur les enfants ados. Ça permet, voilà, de faire venir tous les acteurs et d'aborder des situations pratiques de type bed blockers, mais parfois house blockers, voilà, l'équivalent dans l'ambulatoire. Aude Loilier, même question, de votre point de vue, qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Oula. Vous avez 4 heures. Non. Ouais. Bon, c'est bon. Je voulais juste réagir sur l'histoire de coordination, parce que par rapport à cette question-là, je pense qu'il y a des situations où il y a des situations sur lesquelles on est collectivement impuissant. Et on a du mal avec cette idée-là. Et on a créé des dispositifs avec des critères d'inclusion, alors les DAC tout venant, mais finalement... il n'y a pas de critères d'inclusion. Mais néanmoins, je n'arrive pas, moi, à orienter un SDF en DAC. Donc, voilà. Bon, on va discuter. Voilà. Poursuivez. Vous avez... alors, en plus, en Ile-de-France... Approchez le micro, Madame Loilier. En Ile-de-France, on a pléthore de dispositifs. On a, en effet, les communautés 360, mais on a aussi les DIH. On a les CARSIC qui s'occupent des sorties d'hospitalisation complexe. Et il n'est pas rare de se retrouver dans une situation où, quand vous interpellez un dispositif, on renvoie à non, ça c'est pas moi, c'est le DAC. Le DAC dit non, ça c'est pas moi, c'est le CARSIC. Le CARSIC dit non, c'est pas moi, c'est le DIH. Et donc on se retrouve finalement avec une impossibilité à apporter une réponse aux patients. Donc c'est là où je dis que des fois, on est quand même confronté à des situations de patates chaudes. Voilà. Et sur votre question de savoir qu'est-ce qui reste à faire,
On va vous donner la parole, hein, vous inquiétez pas. J'allais dire tout, et on a beaucoup déjà fait. C'est-à-dire que si on réfléchit à la question de qu'est-ce que c'est que de structurer un réseau, par exemple. Structurer un réseau, on part de l'existant. Alors, on essaye de recenser l'offre réelle, qui fait quoi, avec quoi, quels moyens, pour qui, etc. On essaye de recenser les procédures, avec quoi on communique, les formulaires, les boîtes mail contact, etc. Il faut les diffuser auprès de nos équipes. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut comprendre l'organigramme, puisqu'il s'agit de communiquer avec l'institution partenaire et de lui dire la procédure que vous avez mise en place, elle n'est pas très pratique, il faudra peut-être la revoir, etc. Bon. Et ensuite, il faut, le cas échéant, signer des conventions, créer des partenariats spécifiques. Par rapport à tout ça, une fois que vous avez fait tout ça, il faut recommencer. Puisque ce que je disais tout à l'heure, les organisations changent, les noms changent, et il faut faire avec. Il y a une instabilité qui est inhérente à notre système de santé. Alors il faut structurer des réseaux, structurer des partenariats, mais tout en acceptant l'idée que cette instabilité, c'est un principe d'action. Là, par exemple, nous, on vient de mettre en place une procédure de saisine d'urgence du parquet civil pour les mesures de protection, donc on est en train de la finaliser. On la met en place, mais avec une humilité énorme, puisque dès que le parquetier va partir, il faut recommencer. Donc, donc, si vous voulez, les choses qu'on met en place, elles sont à reconstruire. Donc, on a beaucoup avancé. Les professionnels travaillent, mettent en place des organisations, mettent en place des pratiques professionnelles, mais avec une nécessité de garder un côté mouvant, d'intégrer cette instabilité et de travailler avec cette instabilité pour continuer à construire et ne pas être dans l'idée que les choses, une fois construites, le sont de façon pérenne. Et c'est vrai que ça, c'est une difficulté qu'on a dans le travail au quotidien. Julien Coquet, avant d'ouvrir le dialogue avec la salle, est-ce que vous avez ce sentiment aussi un peu prenant et prégnant de parfois travailler dans l'instabilité ? Oui, évidemment. Si vous posiez tout à l'heure la question du danger de la coordination, je pense qu'il est important de travailler sur la complémentarité et la subsidiarité, c'est-à-dire que on disait tout à l'heure le déficit de démographie médicale, paramédicale, c'est clair, on n'a pas de baguette magique, donc il ne faut pas attendre là-dessus une évolution rapide. Par contre, ce qu'il faut déterminer, ce sont les acteurs qui aujourd'hui sont trop dans l'ombre encore, et d'aller les chercher et de travailler la co-responsabilité, parce que pour moi c'est ça, la solution elle va être là, c'est d'aller rechercher des solutions avec les partenaires existants qui parfois restent dans l'ombre ou alors coulent sur les demandes, et peut-être le DAC, c'est en ça que sa mission est importante, c'est l'orientation, la réorientation, et pour moi c'est aussi de répondre à la non-réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous renvoyer d'un dispositif à l'autre. Logiquement, le DAC est la dernière porte ouverte, et on doit, si c'est pas en tout cas une réponse DAC, vous réorienter vers le bon partenaire. Enfin, logiquement, ça devrait être comme ça. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, et travailler sur cette maturité, laissez-nous le temps d'asseoir les dispositifs, laissez-nous le temps de démontrer l'efficacité des dispositifs avec des indicateurs, de travailler ces indicateurs. Aujourd'hui, 2 ans après, vous avez un nouveau dispositif. Comment vraiment avoir une vraie réponse d'indicateurs alors qu'on n'a pas encore tout à fait bien déployé sur le territoire. En Seine-Maritime, Rouen, on pourrait prétendre que c'est un DAC finalement qui va se déployer super vite avec plein d'acteurs. Finalement aujourd'hui c'est un DAC qui n'est pas encore en marche, qui peine à se construire, alors que d'autres territoires finalement avancent un peu plus vite. Donc essayons de laisser le temps à chacun des acteurs de dispositifs de vraiment prendre sa place, et après faire un vrai bilan avec du temps pour aussi rassurer les professionnels qui œuvrent tous les jours, qui finalement s'adaptent aussi au cahier d'orientation, au cadre à chaque fois qui évolue. Là on a encore un nouveau cadre, je n'ose même pas le présenter à l'équipe, il y a encore 2-3 choses qui vont devoir évoluer, donc laissez le temps au dispositif de s'asseoir pour que les professionnels finalement également prennent vraiment la marque du métier qui aujourd'hui n'a pas forcément de référentiel, il faut aussi le rappeler. Donc laissez le temps finalement au dispositif d'évoluer. Voilà. Allez, je me tourne vers la salle. Merci. Je pense qu'on va se garder quelques minutes d'échange. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire circuler les micros. Voilà, on va donner le micro. Et puis il y a déjà une main qui se lève au milieu de la salle, monsieur avec le t-shirt là. Présentez-vous brièvement, formulez votre question de façon assez synthétique et dites-nous à qui vous voulez poser votre question.
Oui, bonjour, c'était plus une réaction. Je suis Sylvain Clément, je suis directeur d'un DAC en Bretagne, vice-président de la Fax Bretagne. Juste un sentiment à ce stade, hein, et je vous remercie pour toutes les interventions. J'ai l'impression, on s'est félicité tous ensemble du chemin parcouru. On a partagé nos difficultés, la tension, etc. Je voudrais aussi rappeler à quel point on était engagé dans un projet désirable. Il y a des endroits où l'évolution, c'était pas qu'une contrainte, c'était un projet qu'on désirait, des gouvernances, des équipes, des tutelles, qui nous ont accompagnés, qui font que peut-être que certains ont avancé plus ou moins vite dans l'échelle de maturité qui a été présentée. Et donc du coup, si voilà, un petit peu pondérer ou essayer d'apporter un discours positif, c'est vrai que c'est du changement, ça déstabilise. Il y a eu beaucoup de travail à faire, mais en même temps, je pense qu'on s'est tous retrouvés sur ce projet commun. On a développé quelque part une forme de dispositif ressources experts en coordination, et c'est peut-être ça qu'on est en train de faire, qui intervient en complémentarité des autres. Et nous, en Bretagne, dans le cadre du diagnostic du PRS qui est en cours de renouvellement, les URPS, médecins libéraux et infirmiers, ont dit tout le bien qu'ils pensaient de cette transformation, parce que à la fois ils ont maintenant des guichets qui sont plus lisibles qu'avant. Alors c'est pas encore idéal, effectivement, on a encore des empilements, des nouvelles créations, mais on a gagné en lisibilité. Ils ont salué également la réactivité des dispositifs, et ça c'est pas rien aussi. Et la transformation de leur pratique à travers l'arrivée de nouveaux professionnels. Donc tout ça, c'est vrai que ça évolue, mais ça évolue aussi positivement. Et moi, je voulais aussi partager un petit peu une impression optimiste. On avance, c'est pas facile. C'est sûr qu'on va encore râler sur des nouveaux déploiements. C'est évident. On va s'inquiéter parce qu'on a toujours peur de l'avenir. Mais je trouve que ça avance positivement. Et je voulais juste partager ça avec vous. Merci pour cet état d'esprit positif. Merci beaucoup. Il y a une main qui se lève au 4e rang, monsieur, avec le t-shirt bleu. Voilà, on vous amène le micro. Et puis ensuite, il y aura madame au-dessus. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Lenier Zouzagouchon, moi je suis directeur d'un DAC dans le Calvados, en Normandie. Donc je vous remercie pour vos interventions. Merci à toi, Julien, de mettre les pieds dans le plat sur la question des systèmes d'information. Alors moi, ma question, elle s'adresse directement à madame Loilier, concernant... ce que vous avez fait en lien avec la ville, pour le coup, quelles instances vous avez mises en place concrètement, à quelle fréquence, quelles seraient selon vous les bonnes pratiques qui pourraient être dupliquées sur d'autres territoires sur la question justement de ces, alors le terme bed blocker, ouais, me gêne un peu, mais bon, ces situations complexes dans les établissements de santé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, on a mis en place concrètement? Déjà, on a mis en place des choses en interne pour le service social hospitalier, puisque à la PHP, on parlait de système d'information, il n'y avait pas de lieu ressources sur lequel les professionnels pouvaient aller chercher de l'information. Donc une assistante sociale dans son bureau, si elle cherche de l'information, elle doit cliquer, aller sur 53 sites, et donc c'est une perte de temps. Donc on a déjà créé un espace, un SharePoint, parce que c'est le seul outil qu'on avait à notre disposition, pour permettre aux professionnels d'avoir une recherche facilitée à l'information. Ensuite, en ce qui concerne les instances, on a ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un nombre de problématiques extrêmement importantes en lien avec ce problème de parcours bloqué. Et donc, il a fallu prioriser les problématiques. Et moi, j'ai particulièrement travaillé sur la question des patients sans identité, qui est un sous-problème, qui représente peu de patients, mais finalement qui représente un blocage réel en termes de nuitée, et comme il y a peu de patients, on s'en occupe pas. Donc j'ai commencé à m'occuper de ce problème-là. Et la question des mesures de protection majeure vulnérable, puisque les personnes âgées représentent une bonne partie des personnes qui sont dans les lits d'hospitalisation, et pour lesquelles les délais de mise en place des mesures de protection sont énormes. Et enfin, on a travaillé sur la problématique des patients SDF avec des troubles neurologiques. Voilà. Par rapport à ça, on s'appuie sur ce qui existe. Si je prends l'exemple des patients sans identité, il y a des choses qui existent, des pratiques professionnelles qui existent. Donc il s'agit de comprendre quelles sont les difficultés réelles des professionnels et à quel niveau la difficulté se pose, et là où il faut construire des choses pour combler. Donc par rapport à ça, on s'est rendu compte que l'information existe en termes de qu'est-ce qu'il faut faire, mais elle n'est pas réunie. Donc on est en train de réaliser un guide pour les patients sans identité à l'intention des professionnels pour que... L'idée toujours, c'est je suis professionnel dans mon bureau, comment je fais pour avoir un accès à l'information facile, rapide et efficace. Donc on a mis en place ce guide, on est en train de le finaliser. On a mis en place aussi, il y avait la question, donc on essaye à chaque fois de repérer où est le niveau de difficulté, où on est toujours sur des points de détail. Par exemple, sur cette problématique-là, la difficulté, elle était d'avoir un relevé d'empreinte.
Les professionnels saisissaient le parquet, n'avaient pas de réponse. Au hasard d'une situation, on a pu rencontrer le parquet civil et là, on a réussi à obtenir la désignation d'un commissariat pour faire un relevé d'empreintes dans la journée. On a réussi comme ça à identifier un patient qui était sans identité depuis 2 ans. Donc on a comme ça des petites réussites, je dirais. Des instances, il y en a beaucoup qui existent. Et surtout sur Paris. L'idée, c'est d'essayer de repérer qui fait quoi et de combler les manques. Donc là, il y a un certain nombre d'instances de réflexion qui existent, qui ne dépendent pas de mon action et sur lesquelles je m'appuie. Vous avez le pacte parisien, vous avez le PRAPS dans le cadre au niveau de l'ARS là, qui était en renouvellement. Donc là, ça fait partie des lieux où on échange sur des instances, et notamment pour les patients SDF. On se rend compte qu'on a du mal à avoir des instances de coordination pour pouvoir évoquer ces situations-là qui regroupent l'ensemble des partenaires. Donc là, c'est des choses qui sont des discussions qui sont en cours, mais qui ne sont pas actuellement mises en place. Voilà, donc ça fait partie des choses réelles et concrètes qu'on met en place par rapport à cette problématique. Alors, avant d'attendre Madame, Docteur Théo Combe, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, merci pour cette question qui correspond. Tout à l'heure, j'ai surtout souligné ce qui allait bien, ce qui marchait. Et là, c'est vrai que ça fait partie quand même des grosses frustrations que je ressens. Parce que je vois, je salue vraiment votre vision de la question et ça me paraît très construit. Mais après, sur le terrain, les choses sont un petit peu plus délicates et j'ai l'impression qu'il y a trop d'établissements qui se lancent justement dans des dispositifs de sortie d'hospitalisation sans avoir pensé l'articulation avec les organisations de l'ambulatoire. Je l'ai vu encore cette semaine. Voilà, une plateforme de sortie d'hospitalisation qui, au bout d'un moment, finit par contacter la CPTS en disant on a appelé tous les infirmiers un à un, il n'y en a aucun qui a répondu, donc une perte de temps et d'énergie considérable, semble-t-il. Et puis, alors que nous, on a un process, une liste WhatsApp, où voilà, jusqu'ici, on a toujours trouvé des solutions au problème. Et ensuite, cette même plateforme, je leur disais, ce serait bien qu'on puisse avoir le même système d'information, qu'on puisse travailler avec SPICO et qu'on fasse des cercles de soins communs, comme on fait avec le DAC. C'est pas possible maintenant. Je suis simple infirmière de coordination. Il faut que ça remonte à la direction de la direction, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment, effectivement, très, très frustrant. Et on sent qu'il n'y a même pas l'idée de venir dans ces espaces de discussion avec la ville, avec les organisations territoriales de ville, et aussi avec le médecin traitant. Ça fait des années que je dis dans ces réunions quand même que nous avons sollicité, que nous souhaiterions, au cours de l'hospitalisation, un appel aux médecins traitants. Et voilà, ça ne s'est jamais fait. Ça fait peut-être 5 ans, 6 ans que je demande ça. Alors que ça fait vraiment partie du cœur de métier du médecin traitant. Si vous regardez le Code de la santé publique, vous aurez petit 1, effectivement, c'est diagnostic, prévention, traitement, suivi déjà. Le 2, c'est l'orientation dans le système de santé. Et c'est vrai que le médecin généraliste traitant, de par sa formation, il est passé par toutes les étapes de l'hôpital, ensuite des stages ambulatoires, etc. Donc il est à même d'apporter une expertise dans le domaine de cette orientation. Le 3, c'est il doit veiller à la coordination, il doit s'assurer de la coordination du parcours de son patient. Bon, voilà, avec la façon de procéder pour ces sorties d'hospitalisation, on n'en a pas les moyens aujourd'hui de faire ça. Donc ça, c'est vrai que on a une grosse marge de progression dans ce domaine et j'espère qu'on pourra avancer conjointement. Mais juste en 2 mots, parce que là, il y a les actions qu'on met en place au niveau des départements d'action sociale, mais en fait, les hôpitaux aussi s'organisent. Et il y a par rapport à ça des organisations très différentes. Il y a des hôpitaux où il n'y a rien. Il y a 38 hôpitaux à la PHP. Donc vous avez des hôpitaux où rien n'est mis en place et des hôpitaux où des choses sont mises en place.
En effet, il y a des commissions internes à l'hôpital, donc là encore, on démultiplie et on met à l'hôpital. Mais vous avez aussi d'autres, vous avez des directions parcours patients maintenant qui se mettent en place, et l'idée c'est de construire du lien avec la ville. Vous avez des postes partagés qui sont mis en place dans certains sites, avec un mi-temps médical en DAC, mi-temps médical aux urgences par exemple. Vous avez des postes de coordinatrice sociale. L'idée aussi c'est de faire le lien avec la ville. Voilà, donc il y a aussi des organisations qui se mettent en place par les hôpitaux eux-mêmes pour faciliter les liens avec la ville, mais il n'y a rien d'homogène en fait. Voilà, il n'y a pas une organisation qui se déploie partout. On prend une toute dernière question rapide et puis on marque une pause. Bonjour, la question sera rapide, c'est une remarque. Sylvie Alric-Métayer, je suis aujourd'hui directrice adjointe au sein d'une fédération d'aide à domicile avec une petite expérience DAC préalable. Je voulais réagir sur, faire le lien finalement entre le pont de l'intervention précédente et celle-ci où on parle bien de parcours de santé. Il me semble aujourd'hui que la clé, c'est ce que j'en ai ressenti aussi, c'est d'être bien sur cette notion de parcours santé et pas parcours de soins. Ça demande la notion d'un aller vers un petit peu humble, où aujourd'hui, malgré toute la qualité de vos interventions, on sent quand même que c'est très cloisonné dans nos niveaux propres d'intervention. Ce que ça demande demain, c'est de l'intersectorialité. On en avait parlé à l'édition de l'année dernière, et on se rejoint sur ces fondamentaux-là, mais ça demande un petit peu de laisser ce qu'on a fait jusqu'à présent dans nos dimensions un peu dichotomiques, ville-hôpital, ville-ville, hôpital-hôpital. Enfin, on voit bien aujourd'hui dans ce qui se passe, il y a de multiples combinaisons de cette dichotomie qui fait qu'on n'est pas capable encore, mais ça c'est le degré de maturité, on n'a pas la même réalité de terrain là-dessus, de se dire il faut aller vers. Et le aller vers, et aujourd'hui je le porte avec ma casquette entre guillemets médico-sociale, même si je suis sanitaire de formation initiale, c'est nécessaire. On parle bien d'un parcours de la personne et pas de patient, parce que dans une unité, il est patient, dans un autre endroit, il est bénéficiaire, et au final, effectivement, vous l'avez dit, il est citoyen. C'est-à-dire qu'il est aussi acteur, et on a besoin de ces différents environnements pour avancer dans cette notion de parcours. Donc je voulais juste rapporter ça, parce qu'on a besoin d'être un petit peu humble aussi dans ce qu'on fait nous, en se disant qu'on a on a forcément une bonne vision, mais que notre vocation dans le parcours de santé aussi, c'est d'aller identifier l'acteur qui est pertinent pour la problématique qui est soulevée à un moment donné. Voilà, donc c'est rapide, mais j'avais besoin de le partager avec vous. Merci. Merci pour ce témoignage. Je voudrais qu'on remercie chaleureusement les intervenants de cette table ronde. Merci mesdames, merci messieurs, merci beaucoup. On marque une courte pause, comme on dit en télé. On se retrouve à 11h30, 35 maxi pour la conclusion de cette matinée. Donc petite pause café. Merci à tous, à tout de suite. Apparemment, ils vont te remercier. D'après les dernières nouvelles. Oui, mais on peut pas y aller. 2 millions. C'est pas possible.